Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'OSINT avec Aurélien et Julien. Eh bien, bonjour à tous. Moi, du coup, je suis Aurélien et je suis formateur sur le campus remote, du coup, pour des formations qui se font à distance dans la section DevOps. Et je laisse Julien se présenter. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Julien, formateur administrateur d'infrastructures sécurisées à la Wild Campus Remote, collègue direct d'Aurélien. Et, on est là aujourd'hui avec vous pour vous accompagner et discuter de sujets tels que l'OSINT. Merci d'être là. Vous allez nous apporter plein de choses, je pense, assez intéressantes de par vos points de vue de formateurs et aussi de connaisseurs en cyber. Donc, on va commencer par la base, à savoir qu'est-ce que l'OSINT. Alors déjà, petite question, vous dites OSINT ou OSINT? Premier débat lancé. Oh, moi, je dis OSINT. Ouais, OSINT, moi, c'est ok. pareil. Int, c'est intelligence. Donc, Ok, bon, faut le dire à l'anglaise alors. ouais, Ok. on essaye. Donc l'OSINT, c'est donc l'open source intelligence et en fait, c'est des données qu'on va pouvoir trouver en ligne. Alors, première question, Aurélien et Julien, où est-ce qu'on les trouve ces données? Est-ce que ça va être, sur un moteur de recherche comme, Google ou Yahoo? Est-ce que c'est, vraiment sur un site en particulier? Comment ça se passe en fait pour chercher des données en termes de site? Bah, du coup, pour le site, moi, c'est pas un domaine que je connais plus que ça. Je connais parce que à travers les formations, on en parle forcément un petit peu. Mais à titre personnel, il y a des outils qui sont spécialisés là-dedans. Et notamment, on va parler de Google Docs. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et donc, du coup, c'est une méthodologie de recherche via le moteur de recherche Google, pour le coup, avec des sortes de filtres que l'on va pouvoir passer dans le moteur de recherche directement. Par exemple, si on veut rechercher un mot-clé et sur un site précis, si on recherche le mot-clé sur Google en mettant le mot-clé directement dans la barre de recherche, bah, ça va rechercher sur tout ce que Google référence. Si on veut rechercher sur un site précis, on va mettre le mot-clé espace site, deux points, et l'adresse du site sur lequel on veut faire la recherche. Et ça permet de faire des recherches qu'on va pouvoir affiner. Et dans le domaine de l'OSINT, les Google Docs, c'est quelque chose qui est très, très utilisé pour le coup. Il y a des outils qui tournent autour de ça et qui permettent de faire des recherches sur des données personnelles et de trouver un peu tout. On peut même filtrer, par exemple, si vous voulez sur Google chercher que des PDF, il y a possibilité de le faire avec cette technique de Google Docs, DORKS. Moi, c'est un des domaines que je connais sur le site. Oui, en effet. Alors, où est-ce qu'on trouve toutes ces données? En fait, c'est les données que chacun d'entre nous, on laisse sur internet, hein, des données lorsqu'on va s'inscrire, des données lorsqu'on va souscrire à un service, lorsqu'on va, mettre un avis, ce genre de choses. En fait, toutes ces petites traces numériques, elles sont laissées, elles sont référencées, mais en fait, il y a pas un endroit unique, dans lequel on trouve toutes les sources sur tout le monde. Internet est fait d'une multitude de réseaux et de matériel connectés entre eux, et en fait, c'est toutes ces petites informations qu'on laisse de partout. L'art de l'OSINT, c'est la manière de pouvoir cibler des recherches à l'aide d'outils et qui permettent à des personnes, des professionnels ou juste des curieux, de pouvoir cibler, comme Aurélien l'a dit, certaines recherches ou d'autres outils un peu plus spécifiques, d'aller chercher cette information-là qui est finalement publique. Hein, l'OSINT, c'est pas quelque chose qui est obscur ou qui est interdit. C'est juste, voilà, on arrive à travers l'art de l'OSINT à aller récolter ces différentes données qu'on laisse volontairement ou involontairement par méconnaissance, mais euh, de partout en fait, sur tous les sites qu'on fréquente, tout ça. Tu as dit quelque chose d'intéressant, Julien, c'est que c'est pas quelque chose d'illégal parce qu'on n'utilise que des données publiques. Ça veut dire que toutes les personnes qui font des enquêtes avec ces informations, qui utilisent ces informations, elles ont le droit de le faire. C'est pas illégal. Oui, oui, tout à fait. On a le droit de faire de l'OSINT parce que c'est des données qui sont dites publiques. On n'imagine même pas le nombre de données qu'on laisse, des données qui pourraient être considérées par certains comme des données à caractère personnel.
Mais en fait, on a le droit, on les donne volontairement, hein, par exemple, quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous mettez une photo sur un réseau social. La question est, elle appartient à qui cette photo? Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser, de la consulter? Est-ce qu'on a le droit d'aller regarder un peu plus en détail ce qui se passe, ce qu'il y avait derrière? Est-ce que, enfin, plein d'informations comme ça. Et oui, en effet, c'est des, on a le droit de les consulter à partir du moment où on les donne volontairement. On a Vala Lacotte qui nous dit ou quand quelqu'un met une photo de nous en ligne. Exactement, c'est aussi ça qui fait le lien un peu avec la vie privée et le fait que parfois, il y a des photos qu'on n'a pas choisi de mettre. Par exemple, sur les pages entreprises, etc. On peut savoir, même sur LinkedIn en fait, on peut savoir où quelqu'un travaille, dans quelle ville il a habité, quand. On peut connaître les années, les études qu'il a fait. Enfin, c'est une mine d'informations qui peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Mais en tout cas, il y a énormément d'infos. Et ça peut paraître un peu étrange, mais on a carrément des personnes dont c'est le métier, en fait, de faire de l'OSINT. Donc, il y a certaines personnes qui vont payer pour faire disparaître leurs données ou qui vont payer des enquêteurs pour retrouver quelqu'un de disparu ou quelqu'un qui est recherché. Et on a notamment cette vidéo donc, qui était sur YouTube, donc dans l'émission Underscore, avec Micode. Je ne sais pas si vous connaissez dans le chat et si vous l'avez déjà vu. Mais en fait, la personne qui porte un masque et des lunettes est un enquêteur OSINT. Et par conséquent, il se cache un peu parce qu'il n'a pas envie qu'on voit son visage. Et il explique un peu comment il fait ses enquêtes. Donc je vous propose de regarder ça pour avoir une approche un peu plus concrète de ce dont on parle. Et ça va tout de suite mettre une image sur les mots et on va pouvoir avancer avec ça. On a Valala qui nous dit « Vu il y a peu, c'est assez dingue ». Mais on va te faire le plaisir de la revoir une deuxième fois du coup. Toi, tu vas dans ta chambre en train de faire ton enquête. Comment ça se passe? Donc là, on a son petit mail. Et en gros, là, on va voir toutes les informations qu'on va pouvoir retrouver. On voit qu'on a son profil sur Google. Ouais. Donc on peut voir par exemple. Musclé. Ouais, c'est ça. Il était très musclé en effet. Okay. Donc bon, il n'y a pas de contribution sur Maps. Donc là, on voit des comptes sur Skype, etc. Et un compte sur Fitbit. Donc ça, par exemple, en fait, ça, de sport. Nous, on est. C'est quoi l'intérêt d'avoir un compte sur Fitbit? Enfin, je m'en fous. Bah ouais, mais les forces de l'ordre, ça les intéresse. Ouais. Et en gros, bon, là, on a vu un extrait. En gros, à quoi ça ressemblait l'enquête entre guillemets plus réaliste? C'est bon, de base. C'est quoi ce soft? C'est Maltego. Donc en gros, Maltego, c'est juste un truc qui permet de mettre en forme de graphe, en fait, pour mieux se retrouver dans l'enquête, etc. Wow. C'est comme les murs dans les films avec les trucs là. En fait, c'est comme une carte. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est les murs dans les films, sauf que c'est sur un logiciel pour éviter de tirer des traits comme ça, comme un fou dans sa chambre. Tu préserves ton papier, pardon. Bien sûr. Écologie, c'est important. Donc on part de son nom et son prénom. Okay. Donc à partir de ça, on arrive à trouver par exemple un petit LinkedIn. Donc c'est intéressant, on arrive à trouver un mail dessus, ok. Et en fait, on arrive rapidement sur un document. Donc je sais pas si il est pas down depuis, mais on va essayer. On arrive à le trouver. Donc là, on voit qu'on a son petit mail et qu'on a son petit numéro de téléphone qui est là et qui doit être aussi par ici. Et donc à partir c'est quoi ce document? Des fois il y a des documents random sur des gens comme ça. Donc là je crois que c'était un document de son travail parce que c'était un mil.be et je crois que ça doit être militaire belge. Donc là tu viens de réussir à choper son numéro perso. C'est ça. Enfin on sait pas. Un numéro. Ouais. On a un numéro de téléphone. Donc on voit que sur ce numéro de téléphone on trouve des comptes Skype. Et en fait c'est comme ça en réalité qu'on a trouvé le mail. C'est qu'en fait par exemple t'as un compte Skype. Des fois t'as un compte Outlook. Donc je veux dire tu vas commencer à yes. Donc en fait peut-être qu'il sert du compte Outlook. Peut-être qu'il a un compte Outlook. Donc là, on voit dans la vidéo que justement, il a fait tout un graphe sur Maltego. Est-ce que c'est un logiciel que vous avez déjà utilisé, Aurélien et Julien? Est-ce que vous le connaissez un petit peu ou c'est plutôt un logiciel de niche? Moi, du coup, je l'ai pas utilisé parce que du coup, comme je disais en intro, l'OSINT, c'est pas un domaine sur lequel je me suis perfectionné. J'en avais entendu parler à travers différentes discussions. J'avais déjà vu cette vidéo intéressante là d'ailleurs, où j'en avais entendu parler, et notamment quand en introduction tout à l'heure, je parlais de Google Docs. Il y a tout un article sur le site de Maltego, qui est donc le développeur de l'outil, où il parle justement dans l'OSINT de la technique de Docs. Et leur outil, à mon avis, est fortement basé sur ça pour justement faire tous les liens. Je pense que Julien connaît un petit peu plus que moi l'outil pour le coup. Oui, je me suis déjà un peu amusé avec. Oui, en réalité, cet outil permet de partir d'une information de base
et en fait, d'effectuer, des requêtes sur des informations, sur des sites qu'on pourrait trouver, et en fait faire des liens entre les informations qu'on trouve pour pivoter, c'est-à-dire, trouver une information qui va permettre de trouver d'autres informations, et donc toutes ces informations qu'on récolte sur une entité, une entreprise, une personne, une association, qu'importe, elles peuvent vite être, complexes à analyser, et donc cet outil-là permet non seulement d'effectuer des requêtes automatisées, mais ça permet surtout de voir quelle a été notre démarche, en fait, pour pivoter et pour trouver d'autres informations, et donc avoir, une visu de tout ce qu'on connaît, en fait, sur l'entité, la personne, ou ce sur quoi on effectue une recherche. En effet. Et c'est vrai que là, on voit que c'est quand même assez centré sur, des choses, peut-être un peu plus dures à trouver. Enfin, on n'a pas de compte Facebook. Enfin si, pardon, on en a un qui apparaît, sur le haut à droite, mais on n'a pas, par exemple, de compte Instagram ou de compte, vraiment, réseaux sociaux, plus larges, on va dire. Il n'y a pas, TikTok, enfin, c'est des réseaux assez traditionnels. Même Skype, aujourd'hui, on l'utilise plus énormément, donc on a peut-être des comptes qui traînent comme ça et qui donnent des infos sur nous dont on n'a plus idée. Donc ça peut être bien aussi de penser à tout ça, et je sais pas si ça peut être une bonne idée de le faire pour soi-même, de chercher un peu toutes les infos qui traînent sur nous pour pouvoir ensuite, en effacer, ou pour pouvoir, voir un petit peu, ce qui existe en ligne. Dans le chat, il y a pas mal de monde qui nous dit, est-ce qu'on aurait justement des pistes pour, brouiller un peu les données qui existent en ligne sur nous? Et on a, Valhalla et Sun Clara qui nous parlent de la vidéo justement de Micode, dont on voulait vous parler, également, après. Donc qui est, comment, disparaître d'internet, où il donne, effectivement pas mal de données sur l'OSINT, et il explique que pour, effacer ces données, c'est assez compliqué, que, se déréférencer, pardon, de Google, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, le résultat va plus apparaître sur Google, mais il existera encore ailleurs. Donc est-ce que vous avez, des bonnes pratiques ou des astuces en tant que formateur cyber pour tout ça? Ou alors la clé, c'est justement de ne rien poster pour qu'ensuite, on n'ait pas à tout supprimer? Après, le problème, c'est que tu as certains services qui vont nécessiter que tu inscrives des données, entre guillemets, personnelles, et qui vont être, manipulées après. Typiquement Google, quand tu veux utiliser les services de Google, tu es obligé de t'inscrire, tu es obligé de donner quelques informations pour pouvoir utiliser les Google Drive et compagnie, et même si tu utilises des solutions privées, sur lesquelles tu penses que tes données, elles vont pas transiter, tu as quand même un petit peu de données qui transitent déjà via ces outils-là. Donc c'est très complexe aujourd'hui pour répondre à ta question, c'est très complexe de ne laisser aucune trace si tu veux pouvoir bénéficier des services, et notamment, vous voyez, tous, autant que vous êtes, quand on va sur internet avec les cookies qu'il y a à droite à gauche, il y a des sites aujourd'hui, si tu acceptes pas les cookies, tu peux même plus visualiser des articles ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est hyper, frustrant. Donc aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de laisser aucune trace. Après, tu peux être dans la paranoïa totale et te dire, bah, je m'inscris nulle part, j'utilise des faux mails pour m'inscrire, je laisse aucune donnée personnelle. Moi, la seule technique que j'utilise aujourd'hui pour, là où je m'inscris souvent sur des sites là, les sites publics, j'utilise pas mon mail avec mon nom et mon prénom dedans. J'utilise un mail sur lequel il y a un pseudonyme ou quelque chose qui n'a pas forcément de lien direct avec, ma personne. Et après, voilà, je pense qu'il y a des bonnes techniques et tout, mais il faut rentrer dans une certaine paranoïa, où tu dis, bah là, je veux qu'on sache rien de moi, et du coup, tu dis, première chose, tu ne t'inscris sur aucun réseau social, tu uploads aucune photo de toi, tu fais apparaître ton nom et ton prénom nulle part. Donc, mais bon, c'est complexe. Très sincèrement, je sais que perso, en ayant cherché un petit peu les traces que j'avais pu laisser, j'étais surpris. J'avais pas utilisé le logiciel qui avait été mis ici, mais juste en cherchant avec des techniques de filtrage, donc les fameux Google Docs là, j'ai retrouvé des trucs sur moi qui étaient, des blogs, des skyblogs. J'avais dû laisser un commentaire. Skyblog, peut-être que certains connaissent, pour les plus anciens d'entre vous. Évidemment, Les plus jeunes le connaissent. Mais j'en avais pas, moi, à titre perso, mais j'avais laissé des commentaires sur des trucs que je devais consulter à l'époque. Et j'ai laissé des traces. J'imaginais même pas, je me rappelais même plus que j'avais laissé des commentaires. Je devais avoir, je sais plus, la vingtaine. Et en cherchant avec des Google Docs, en cherchant Skyblog, je trouvais plus. Et avec les Google Docs, j'ai réussi à retrouver des traces. Donc, assez fou. Mais en plus, il me semble que Skyblog ont archivé toutes les pages qui existaient.
Donc je sais même pas si aujourd'hui on peut y avoir accès. Ça veut dire qu'elles existent quelque part, mais on sait pas trop où, comment, ce qui Ouais, reste. aujourd'hui, je crois que oui, effectivement, ils ont dû tout fermer. Enfin, c'était là quand je disais que j'avais retrouvé des traces, c'était il y a quelques années en arrière. Enfin, c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans. Mais oui, je crois que là, ils ont tout archivé. Alors après, il y a peut-être des techniques pour retrouver les pages. Il y a un site, je sais plus comment ça s'appelle, hein, qui fait partie de Internet Archive, le Rollback Machine, un truc comme ça, où tu peux retrouver des traces de sites datant. En fait, c'est Wayback Machine. C'est un site internet sur lequel tu vas taper une adresse d'un site, par exemple, je sais pas moi, Twitter ou X, et ça va remonter dans le temps et ça va te donner des archives du site tel qu'il était à une date ultérieure, antérieure, pardon, une date dans le passé. Et donc du coup, tu peux retrouver des traces justement de ça archive, donc ça stocke à un instant T une page. Tu peux retrouver des traces comme ça. Je pense que les techniques d'OSINT justement utilisent aussi ce truc-là. The Wayback Machine s'appelle. C'est beaucoup utilisé, je crois, dans les enquêtes sur Internet, justement, pour les médias perdus, pour les fichiers qui ont été un jour sur une page, mais qu'on ne retrouve plus, etc. Oui, tout à fait. Est-ce que, Julien, toi, tu as des bonnes pratiques aussi pour cacher, justement, les traces numériques en ligne ou... Moi, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai commencé à apprendre l'informatique et tout ça en utilisant les réseaux sociaux quand j'étais jeune, en utilisant les choses et finalement en étant pas formé à tout ça et pas du tout préparé. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, maintenant que j'ai connaissance de la difficulté d'enlever ce qu'on a fait et qu'on pourrait peut-être regretter, la difficulté d'avoir une bonne hygiène en fait numérique, j'agis différemment. En effet, donc Aurélien utilise des adresses dites poubelles et bon, c'est une des bonnes pratiques en effet. Maintenant, il faut savoir que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on en crée une d'adresse poubelle et et finalement, on s'inscrit à plein de services avec. Et donc, c'est toujours la même. Et donc, si un bon enquêteur, il arriverait potentiellement à en retrouver, à faire le lien entre ces différents trucs. Alors, non, oui, il y a des méthodes qui permettent de faire ça. Maintenant, les traces qu'on a laissées, c'est un peu... elles y sont. On peut demander à les faire enlever. Maintenant, rien ne nous garantit, justement, avec ce que vous nous disiez là juste avant, qu'elles n'ont pas été référencées quelque part. Voilà, il faut savoir que Google utilise des robots qui vont scanner tous les sites web de la planète pour voilà, les indexer, les référencer, avoir des informations dessus, les choses. Et même s'ils évoluent dans le temps, il reste une trace du cycle de vie en fait du site et tout ça. Donc moi j'ai pas personnellement de réseaux sociaux. Si j'en ai un, j'ai LinkedIn, mais au niveau professionnel. Après je suis comme les coiffeurs qui eux-mêmes sont mal coiffés en fait. C'est-à-dire que je sais ce qu'il faudrait faire, mais je l'applique pas forcément. Et finalement c'est plus par flemme ou voilà, par habitude qu'on fait pas les choses qu'on devrait faire. Mais oui, il existe plein de techniques en fait pour effacer les traces. D'ailleurs, comment disparaître d'internet. Bon, là, ça va un peu loin cette vidéo. J'ai eu l'occasion de la voir il y a quelques semaines. Ça va un peu loin, mais c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et c'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Ah, c'est sûr. Je vous conseille, on vous conseille, je pense d'ailleurs, de la regarder si vous avez du temps. Elle dure à peu près 1 heure. Donc, il faut prendre le temps. Mais c'est assez intéressant de voir comment certaines personnes essayent justement de disparaître, de changer d'identité. Parce que, comme le dit aussi Val à la Code, si ça a été publié un jour, ça l'est toujours. Et il y aura toujours des traces. Donc, effacer les traces, c'est un peu compliqué. Je voulais vous montrer aussi un petit extrait d'une vidéo de Combini qui parle de l'OSINT et justement, en préambule, on a un enquêteur qui se présente et qui explique que lui, il n'a aucun réseau social. Je vous le montre et puis on en parle juste après. Sur Google, on trouvera absolument rien, aucun résultat de bac, de brevet ou quoi que ce soit d'autre. J'ai fait référencer des trucs, j'ai fait des demandes RGPD. Je souhaite rester anonyme parce que vu que je fais de l'OSINT, je trouve ça actuellement un peu bizarre de laisser beaucoup de traces. C'est vrai que ça fait un peu
presque peur entre guillemets où on se dit forcément si la personne est sur aucun réseau, si elle se protège comme ça, c'est qu'il y a un danger. Est-ce que c'est grave d'avoir des traces en ligne ou est-ce qu'il faudrait tous qu'on soit un peu des enquêteurs OSINT et qu'on se cache quand on fait des actions? Après, c'est surtout l'impact. Tout à l'heure, il y avait un commentaire qui disait l'upload d'une image. Voilà, moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est la réutilisation des données qu'on laisse par des êtres malveillants, du coup, qui récupéreraient des données qui pourraient, et du coup, se faire passer pour nous, en fait. Et c'est vrai que plus tu laisses de traces, notamment quand tu laisses ton nom, ton prénom, ta date de naissance, quelques données comme ça, quelqu'un peut très bien monter. Aujourd'hui, il y a des plateformes et des outils aussi qui te permettent de créer des faux profils et partir justement d'un profil à peu près crédible où tu vas utiliser les données les données que tu as trouvées de la personne. Moi, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas, mais voilà, c'est la crainte qu'on pourrait avoir, je pense, de l'utilisation de nos données et pareil, la réutilisation. Là, par exemple, tout à l'heure, je disais Skyblog, etc. Tu as certains trucs que tu as pu laisser traîner qui peuvent un peu nuire à ta réputation, entre guillemets, ta e-réputation, et du coup, qui pourraient être utilisés pour de la moquerie, pour voilà. Donc, typiquement aussi, c'est plus aussi dans le cadre professionnel que dans le cadre public. Des personnes il y a des entreprises qui, à l'embauche, vont utiliser des outils de signe pour se renseigner sur la personne, le collaborateur ou la collaboratrice qui vont embaucher. Donc voilà. Donc il y a des choses, il faut faire attention plus par rapport à ça, plus que le danger imminent de je sais pas quoi. Oui, parce que les données, en fait, nous, on voit ça comme voilà, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui fait de l'osine, tout ça. Mais en réalité, l'osine peut être utilisé comme un hobby, un passe-temps, mais dans plein de secteurs d'activité, notamment, voilà, les recruteurs peuvent s'en servir, hein, justement. Mais peut-être pour cibler justement leur recrutement. Il existe au même titre qu'il y a des Google Docs, il existe des LinkedIn Docs dans lesquels on va pouvoir aller cibler des profils spécifiques qui viennent matcher avec des compétences dont l'entreprise aurait besoin. Il y a aussi des enquêteurs. La plupart des enquêteurs de la police utilisent ces méthodologies. Il faut appel à des personnes qui savent les utiliser. Il y a aussi l'armée, elle s'en sert évidemment. On a aussi les comment on appelle ça, ceux qui font de l'information, quoi, comme des journaux, Le Monde, La Provence, ou voilà, pour aller vérifier certaines informations. Donc en fait, il y a plein de domaines là-dedans dans lesquels ça pourrait être utilisé, et pas seulement voilà, des personnes qui se cachent devant leurs ordinateurs pour essayer de faire du mal, tout ça, même si bon, voilà. Et encore autre chose, il y a même des professionnels de l'OSINT qui sont embauchés par les entreprises pour connaître justement les informations qui sont accessibles publiquement de l'entreprise elle-même. Et donc ça peut être utilisé dans une des premières phases du hacking, et donc des mécanismes d'attaque, c'est la reconnaissance. Et donc au plus on va laisser d'informations volontaires ou involontaires au sujet d'une entreprise, et au plus le hacker pourra se renseigner pour pouvoir cibler, faire du ciblement, du ciblage d'attaque derrière. Mais alors moi, je vais parler de mon cas spécifique. Par exemple, voilà, en tant qu'admin, parfois on a besoin de rechercher des solutions et on fait appel à tout un panel d'outils pour rechercher de l'information. Alors parfois on la trouve pas sur Google en tant que tel, ou sur un moteur de recherche, donc on va aller poser la question dans des forums spécialisés, en fait, qui sont vraiment spécialisés dans ce qu'on fait, et c'est censé être des professionnels qui répondent. Et donc les informations qu'on pourrait laisser là-bas dedans, on est obligé de contextualiser, en fait. Si on parle spécifiquement d'un pare-feu, voilà comment faire ça sur tel modèle de pare-feu, tout ça, c'est des traces finalement qu'on laisse et qui peuvent être utilisées. On pourrait savoir du coup que l'entreprise utilise tel type de firewall, de pare-feu, d'outils, et c'est des données qu'on laisserait sans même y penser. Et voilà. Et donc à tout ça, il faut avoir une démarche, il faut avoir conscience
de tout ça, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. On ne parle pas voilà, de rien laisser comme information, mais de les choisir et de faire attention et d'avoir toujours ce recul-là. Bon, si je mets ça, est-ce que je vais le regretter un jour? Est-ce que ça peut me porter préjudice? Est-ce que ça peut être réutilisé? Est-ce que voilà, et faire les choses en son âme et conscience. Ouais, totalement. Et ce que tu dis aussi sur toutes les failles de sécurité qu'on peut avoir dans une entreprise, ça me fait penser aussi à toutes les arnaques qu'on peut voir. Bon, alors dernièrement, mais ça existe depuis toujours, avec des personnes qui vont observer les emails de quelqu'un dans une boîte, ou alors aller prendre la voix. Maintenant, avec les IA, en plus, c'est un peu plus facile. Faire des faux messages vocaux où le patron demande à faire un virement sur un nouveau compte parce qu'il y a eu un changement, etc. Et il y a des personnes comme ça qui arrivent à se tirer des grosses sommes. Donc, c'est sûr que plus on laisse d'infos, plus c'est facile de nous recopier, entre guillemets, et de créer des arnaques qui sont un peu plus réalistes. Mais donc, selon vous, pas trop d'alerte, entre guillemets. C'est vrai que quand on creuse un peu le sujet de l'OSINT, on peut un peu avoir peur de se dire il y a énormément de données sur moi en ligne. Finalement, c'est pas si grave que ça si on sait lesquelles sont en ligne et si on sait un peu quels sont les risques. Après, ce que disait Julien, c'est qu'il faut juste être conscient que tout ce que tu fais peut être potentiellement récupérable et récupéré par divers moyens. Donc, les moyens légaux, notamment quand ce sont des données publiques, et les moyens illégaux, après ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, tout ce qu'on stocke, tout ce qu'on envoie, faut faire attention, quoi. Faut le faire en son âme et conscience, comme l'a dit très très bien Julien, et faire attention et prendre conscience que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit, les commentaires dans un forum, etc., peuvent être à un moment donné réutilisés pour une bonne ou une mauvaise raison. Donc, faut faire attention à ça. Faut juste en être conscient. Il y en a, en fait, c'est qui découvrent le Zint et ce fameux domaine de le Zint et découvrent qu'à un moment donné, je laisse autant de traces que ça, je ne savais pas. Et moi, perso, j'en suis conscient, mais c'est vrai que je ne me rendais pas compte à quel point j'ai pu laisser traîner des données, notamment si, alors c'est pas pour leur faire de la pub ou reparler que d'eux, mais Google étant quand même une grosse machine sur laquelle beaucoup d'entre nous utilisent des services, on a la possibilité d'extraire l'archive, notamment de tout ce on peut récupérer l'archive des données qu'on a côté Google, que Google connaît sur nous, donc que Google n'a pas récupéré par n'importe quelle technique, c'est les données qu'on lui a fournies. Et j'ai été impressionné par la quantité de données que j'ai pu fournir à Google, que ce soit des données publiques ou privées. Hein. Mais même dans le domaine public, c'est impressionnant. Je ne sais plus à combien de gigas de données je suis, mais donc voilà. Donc, faut juste être conscient de ça et qu'en plus, tout ce qu'on a mis à un moment donné du domaine public. Là, par exemple, tout à l'heure, on parlait du Skyblog et tu disais, Fanny, que ça avait été archivé. Effectivement, ça a dû être archivé il y a 1 an ou 2. Mais si on utilise la Wayback Machine, là, dont je parlais tout à l'heure, Skyblog, on peut encore trouver des traces dessus. Donc, parce on ne sait pas après tout ce qui peut être récupéré par d'autres outils, par d'autres trucs. Donc, voilà. Et Julien, je crois que tu disais, justement, pour avoir testé, qu'on ne peut pas supprimer les données, justement, que Google a sur nous. Ou alors, ça implique de supprimer aussi son adresse mail. Donc, on est un peu bloqué, en fait, avec toutes ces données qui sont... Ah, on t'entend plus, Fanny. Oui. Donc, oui, si on veut effacer les données, et déjà, c'est une demande qu'on peut faire, alors à Google ou à d'autres, hein, quand vous avez souscrit à une newsletter, ce genre de choses, on peut faire appel il y a toujours sur les sites ou ce genre de choses des DPO, c'est les personnes qui sont responsables de tout ce qui est les données qu'on détient sur nous et tout ça. On peut faire une requête, mais finalement, même si elle est traitée, cette demande-là, qu'est-ce qui nous dit que les données, elles sont pas archivées quelque part ou ce genre de choses? On ne sait pas. Donc, en fait, on fait une confiance aveugle aux choses. Donc, pour éviter de devoir faire ce genre de choses et donner des fausses informations, moi, c'est ce que je fais régulièrement, une adresse poubelle, faux nom, faux prénom, ce genre de choses. Parce que, vous avez vu, vous allez faire les courses. Quand vous allez faire les courses, en sortant, on vous donne un petit jeton pour aller faire la machine là qui est censée vous faire gagner des choses, une voiture et tout ça. Et donc ça, je suis toujours effaré de voir le nombre de personnes qui tentent. C'est un jeu, donc du coup ils se disent ouais, je vais certainement gagner quelque chose. Mais avant de pouvoir mettre le jeton et de faire tourner la roue, j'en sais rien, il faut donner des informations personnelles. Et en fait, c'est ça qu'ils viennent cibler, c'est les informations personnelles et qu'on donne volontairement sans même y penser. Et bon, moi, je le fais jamais ça parce que ça m'intéresse pas. Et d'une et de deux, tu gagnes jamais. Enfin, il y a bien quelqu'un qui gagne, mais
Voilà, mais en fait, on s'en rend pas compte et je trouve que ça serait intéressant d'éduquer depuis le plus jeune âge, tout ça parce que c'est le nerf de la guerre, en fait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'information, c'est le nerf de la guerre et donc toutes les entreprises ou tous les organismes, les États souhaiteraient, avoir un maximum, de données, mais sur tout le monde. Pas parce que vous, en tant que personne, individuellement, ça intéresse, mais ça permet, grâce à des modèles, de pouvoir, prédire les tendances de demain, pouvoir, faire du ciblage, de marketing et ce genre de choses et donc d'être plus performant dans, la vente, Heu, voilà et puis toutes les entreprises revendent les informations aussi à des tiers, à des sous-traitants, à tout ça et donc finalement, tout est éparpillé de partout. Juste un cas de figure, par exemple, vous recevez un mail. On connaît tous le phishing. On reçoit un mail, ouais, votre, voiture au j'en sais rien moi, votre, enfin, voilà, la poste vous a mis un courrier, il rentre pas dans la boîte aux lettres, voilà. Si on n'a rien commandé, c'est facile, pour nous de se dire: «Bon, on n'a rien commandé, franchement, voilà, on sent le piège. Par contre, si on a laissé des informations, traîner à droite, à gauche, on pourrait faire du phishing, mais ciblé et donc là, c'est beaucoup plus, difficile à déceler parce que, heu les personnes peuvent en savoir beaucoup sur vous et réutiliser ces données-là dans des mails qui peuvent être ciblés et donc là, on se dirait: «Bah, oui, mais si ce mail, il est tellement ciblé que c'est obligé que c'est l'organisme officiel qui Mmh. nous l'a envoyé» et donc on pourrait facilement tomber dans le piège et tomber dans le panneau et donc voilà, il y a des attaques comme ça qui sont beaucoup plus, performantes, justement à cause de notre négligence ou à cause des informations qu'ils ont pu retrouver sur nous. Voilà. Complètement. Et c'est une bonne chose, je trouve, Julien, quand tu dis qu'il faut éduquer, entre guillemets, dès le plus jeune âge. Parce que, justement, maintenant, les enfants sont de plus en plus tôt sur internet et donc ils laissent de plus en plus de données. C'est sûr que quand on commence à utiliser internet à l'âge de 8 ou 10 ans, c'est pas pareil que quand on commence à l'utiliser à 15 ans. On fait pas les mêmes choses en ligne, on n'a pas les mêmes réflexes et il y a un vrai enjeu à sensibiliser, les plus jeunes là-dessus. Mais aussi, enfin à tout âge, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont pas trop conscience de toutes ces données. Donc merci à vous 2, pour nous avoir un peu plus éclairés sur le sujet et nous avoir permis de comprendre. Je sais pas dans le chat si vous avez des questions, on peut peut-être conclure sur une dernière question avant de vous laisser. Blender Futurama, bonjour. On vient à peine enfin on va conclure bientôt, mais on aura un replay et tu pourras assister au futur live. En général, on commence à midi. Tu nous dis: «Utilisez-vous des outils?» Du coup pour, voir les données en ligne ou bien pour les «cartographier» entre guillemets? Parce qu'on en a parlé un peu, donc Aurélien parlait de Google Docs, donc pour, trouver des infos en ligne. Julien, pardon, tu parlais de LinkedIn, Docs aussi qui existe, enfin quelque chose de similaire? Oui, c'est pareil, hein, on utilise des options, des commutateurs, en plus de la recherche qu'on veut faire pour cibler. Mais, moi j'utilise pas mal d'extensions, des plugins de navigateur qui permettent d'anonymiser un peu les choses et de faire. Après, voilà, des outils à proprement parler, il y en a énormément, et justement, en fait, tout l'art de l'OSINT, c'est de savoir utiliser, enfin, ce que font les outils qui, il y en a des nouveaux qui arrivent chaque jour et quand les utiliser. Et il y a même des frameworks complets qui regroupent un certain nombre d'outils et qui permettent de faciliter un peu la recherche. Maintenant, non, franchement, si on utilise alors voilà, on entend souvent parler de VPN pour cacher, notre adresse, en fait, notre adresse IP, hein, qui s'apparente un peu à notre adresse postale, mais au niveau des réseaux. Donc oui, on pourrait utiliser ça, on peut utiliser comme je le disais tout à l'heure, des extensions de navigateur, on peut utiliser, voilà, des adresses mail, heu, poubelles, on peut utiliser voilà, séparer un peu le professionnel du personnel, on peut faire attention aux photos qu'on met, sur les réseaux sociaux, voilà, on peut être vigilant et utiliser certains outils maintenant là qui me viennent en tête, non, j'en ai pas spécifiquement et pour la recherche et pour, se protéger.
Oui, alors Proton, Proton Mail, Proton, oui, toute la suite Proton, Proton VPN, on a plein de choses, ouais, plein d'outils en effet. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Julien et Aurélien, pour toutes les infos. Je pense qu'il y a pas mal matière à creuser avec notamment toutes les vidéos, tous les outils dont vous nous avez parlé. Je pense que là, dans les jours qui suivent, on va tous aller faire des recherches sur nous-mêmes, sur ce qui traîne un peu en ligne. Puis sur ce, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. Merci Aurélien et Julien d'avoir été là et puis au plaisir de vous accueillir bientôt sur la chaîne pour un autre sujet. Avec plaisir. Merci tout le monde. Bon appétit, merci tout le monde.